Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire le chapitre sur les transformations acido-basiques, un nouveau chapitre, après avoir fait la cinétique. On va voir donc ce que sont les acides, les bases, et on va voir qu'il y a une grande corrélation, on peut faire un grand parallèle entre les transformations acido-basiques et les transformations d'oxydoréduction. Un acide et une base, c'est à peu près la même chose qu'un oxydant, un réducteur, sauf qu'au lieu de parler d'électrons, on parlera de protons. Qu'est-ce qu'un acide? Qu'est-ce qu'une base? Il y a plusieurs définitions qui ont été données à travers les âges. Je ne vais pas toutes vous les lire. Je vous laisse les lire chez vous, si ça vous intéresse. Celle de Lewis peut être importante pour le supérieur, mais nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle que vous allez apprendre. C'est celle de Brønsted. Donc, selon Brønsted, un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons, H+, alors qu'une base est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons, H+. Donc ça ressemble à l'oxydant et au réducteur. Si on remplace, le réducteur par acide et qu'on remplace proton par électron, on a la même définition. Donc ça, retenez bien ça, apprenez-le, mettez-le sur vos fiches. C'est très très important. Et c'est souvent demandé au bac, donc c'est des points faciles à gagner. À partir de là, on va voir ce que sont les couples acide-base. C'est un petit peu comme les couples d'oxydoréduction. Le couple modèle, c'est, je vais prendre AH et A-. Lorsqu'un acide AH cède son proton, il se transforme en sa base conjuguée A-. Ici, on a l'acide AH. Je vous ai mis ici le trait, donc c'est la liaison covalente, qui, qui représente deux électrons en réalité. Deux électrons qui sont partagés pour former la liaison covalente. Donc les deux électrons, je les ai mis ici. Donc cet acide AH va céder son proton, c'est-à-dire qu'il va récupérer les deux électrons de la liaison et le H. Le H va partir tout seul sans son électron, ça veut dire qu'il va devenir H+, alors que le A va devenir A-, parce qu'il a un électron en plus par rapport à ce qu'il avait au départ. Donc la base a récupéré les deux électrons de la liaison covalente, c'est ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Un petit rappel, parce que ici l'atome A est plus électronégatif que l'atome H. Comme il est plus électronégatif, les deux électrons de la liaison sont plus attirés par A, il est plus fort. Ensuite, lorsqu'une base capte un proton, de la même manière, c'est juste l'inverse, elle se transforme en son acide conjugué. Donc vous avez la base A- et l'acide H+. Cette fois-ci, au lieu de prendre les deux électrons comme tout à l'heure pour l'acide, la base a deux électrons, donc elle a un doublet non-liant. Donc elle pourra partager un de ces deux électrons avec le proton H+, pour former la liaison. Donc c'est juste l'inverse de ce que je dis tout à l'heure. Donc cette fois-ci, au lieu de récupérer les deux électrons, elle partage un de ces électrons. Elle partage d'ailleurs les deux en réalité. On dit alors que les deux espèces chimiques, donc AH et A-, forment un couple acide-base AH-A-. Donc ça, c'est un couple acide-base. Mais attention, un proton H+ ne se balade jamais seul en solution. C'est comme pour les électrons. Les électrons ne se baladent jamais seuls en solution. On verra ça pour l'exotéréduction, on vous l'a déjà dit, je pense, mais on verra ça pour les piles électrochimiques. Pour les piles, on verra ça pour les électrons, mais vous savez que, en tout cas je vous le dis, les protons H+ ne se baladent jamais seuls en solution. Donc cette équation n'est pas une vraie équation, on dit que c'est une demi-équation. Donc H+, dans l'eau, ça donne H3 au plus, on verra ça un peu plus tard. Et donc pour les demi-équations, on met un égal, comme pour au lieu de mettre une flèche. Faites attention à ça, comme pour l'oxydoréduction. Maintenant, on va voir quelques exemples. Donc là, je vais aller assez vite parce que si vous avez compris le modèle, tout le reste c'est à peu près pareil. Donc l'eau, c'est un peu particulier parce qu'elle peut se comporter à la fois la molécule d'eau comme un acide, comme dans le couple H2O, HO-,
Donc dans ce cas-là, H2O, vu que c'est un acide, il va pouvoir, ou elle va pouvoir donner la molécule céder un proton H+. Si elle cède un proton H+, vous n'avez plus qu'à faire dans votre tête ce qui va rester. Donc qu'est-ce qui va rester de H2O si on cède H+? Ben, on enlève un H déjà, donc il ne reste plus que HO. Et comme il a cédé, il a un plus ici, forcément pour que ce soit neutre de part et d'autre, il faut un moins ici. Donc ça va donner HO-, l'ion hydroxyde. Donc vous avez le couple H2O-HO-. C'est un des couples de l'eau que vous devez connaître. Ensuite, l'eau peut se comporter aussi comme une base. Cette fois-ci, le couple, ça va être H3O plus H2O. Comment on peut le savoir? Si c'est une base, ça veut dire que H2O peut capter un proton. Quand elle va capter un proton, on va ajouter un H et on va ajouter un plus. Donc au lieu de H2O, ça va faire H3O+. Donc c'est assez simple normalement. Donc, les deux couples de l'eau sont à connaître. De toute façon, vous les utiliserez très souvent. Donc H2O, HO- et H3O+, H2O. Pourquoi H2O, parfois il est à gauche, parfois c'est à droite? Parce qu'on met toujours l'acide à gauche et la base à droite quand on écrit le couple. Comme pour l'oxydoréduction, on met toujours l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Donc comme l'eau se comporte à la fois comme un acide et comme une base, à chaque fois que vous verrez une espèce chimique qui peut se comporter comme un acide et comme une base, on dit que c'est une espèce amphotère ou un ampholyte. Donc si vous mettez le mot espèce devant, vous dites espèce amphotère. Si vous ne voulez pas mettre le mot espèce devant, vous dites directement c'est un ampholyte. Donc ça veut dire que c'est à la fois un acide et une base. Il peut à la fois céder un proton ou capter un proton, selon les circonstances. Donc voilà les couples de l'eau ici. On peut observer que l'eau est à la fois l'acide le plus faible et la base la plus faible, pardon. L'acide le plus faible et la base la plus faible. Pourquoi on voit ça? Parce que l'acidité est croissante ici. Donc ça veut dire que l'acide le plus faible, ça va être l'eau. Rappelez-vous que ce qui est à gauche, c'est acide et ce qui est à droite, c'est la base. Et de l'autre côté, les bases sont de plus en plus fortes quand on monte ici. Donc ça veut dire qu'on a ici la base la plus faible. Donc parmi tous ces acides et tous ces acides ici, le plus faible c'est l'eau, et parmi toutes ces bases, la plus faible c'est l'eau. Et on a donc un pH qui est compris entre 0 et 14 dans les solutions aqueuses. On verra ça plus tard pour le pKa. Ça, on verra ça dans 2 semaines normalement. Autre exemple, l'acide carboxylique. Vous avez déjà vu que les acides carboxyliques sont capables de céder leur proton, H+, qui est le moins lié. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'année dernière, normalement, que ici, O, c'est un atome électronégatif, plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène. Ça veut dire que les électrons de la liaison vont être plus attirés vers lui, des deux côtés. Je vous ai mis l'électronégativité ici. Donc je vous rappelle que quand on a une électronégativité qui a une différence d'électronégativité qui est supérieure à 0,5, il y a forcément justement des électrons qui sont attirés d'un côté plus que de l'autre. Donc ici, ce H, comme il est à côté de l'oxygène qui est beaucoup plus électronégatif, les électrons de la liaison vont être plus attirés vers lui. Donc cette liaison sera assez faible pour l'hydrogène, entre guillemets assez faible. Donc ça veut dire que c'est ce H là qui va être cédé par l'acide carboxylique. C'est toujours le même H. C'est le H qui est dans COOH. Donc là, on verra plus tard les flèches courbes, mais bon, je vous en mets pour vous habituer. Donc ça veut dire que ce doublet, c'est un doublet liant. Il va devenir un doublet non liant, parce que les deux électrons vont venir sur l'oxygène. Et l'hydrogène va repartir sans électrons. Donc il va devenir H+. Donc ici, les acides carboxyliques, on en voit quelques-uns. On voit l'acide éthanoïque et l'acide méthanoïque. Ils sont à peu près aux alentours de pKa égale à peu près 4-5 à peu près. Et vous le verrez, on verra des exemples justement dans 2 semaines. Donc on a le couple
RCOOH, RCOO-, donc acide carboxylique, ion carboxylate. Donc le nom c'est de RCOO-, donc la base conjuguée de l'acide carboxylique, c'est RCOO-, donc c'est l'ion carboxylate. Donc vous remplacez acide par ion, parce il a une charge ici, et vous remplacez le ic de la fin par ate. Donc si c'est l'acide éthanoïque, ça va être l'ion éthanoate. Et ça marche pour tous les acides. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, la demi-équation, c'est RCOH qui donne RCOO- plus H+. Ça va dans les deux sens, c'est pour ça qu'on met égal. Exemple de l'acide éthanoïque. Donc c'est un exemple d'acide carboxylique. Donc l'acide éthanoïque, juste pour rappel, c'est l'acide présent dans le vinaigre, se transforme en l'ion éthanoate. Donc l'acide carboxylique. Donc l'acide éthanoïque est là, et l'ion éthanoate est ici. Donc on a l'acide qui donne la base conjuguée plus un H+, comme dans toutes les équations acide-base, demi-équation acide-base. Donc le couple correspondant, c'est CH3COOH, CH3COO-. Et il est ici. Autre exemple, l'acide carbonique. L'acide carbonique, ici, il est un petit peu particulier. C'est quoi l'acide carbonique? C'est l'acide que l'on trouve dans l'eau, par exemple, quand le CO2, donc le dioxyde de carbone, se dissout dans l'eau. C'est pour ça qu'on l'écrit CO2H2O. Mais parfois, on le voit écrit aussi H2CO3. Donc, si vous faites la somme de tous ces atomes, c'est à peu près la même chose. Il y a deux hydrogènes, un carbone, et trois oxygènes. Là, il y en a 2 plus 1, ça fait 3. Donc, la plupart du temps, il est écrit comme ça. Mais dans votre tête, si vous l'avez comme ça peut être pas mal aussi parce que ça vous permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc, on a l'acide carbonique qui se transforme en l'ion hydrogénocarbonate, qui est ici, qui est sa base conjuguée, selon l'équation, la demi-équation qui est celle-ci. Pourquoi je vous ai dit c'est bien d'avoir ça en tête, H2CO3, parce que si vous avez H2CO3 ici, et que vous avez CD1H+, donc si vous enlevez H+ à H2CO3, vous enlevez un H et vous ajoutez un moins. Donc ça vous donne HCO3-, ce qui est un peu plus compliqué à saisir avec ça. Mais c'est la même chose en réalité. Donc le couple acide-base correspondant, c'est CO2H2O, HCO3-. Ce couple-là, on le voit, je reviens derrière, ce couple-là, on le voit dans l'acidification des océans, par exemple. Parce que quand vous avez le dioxyde de carbone qui est dissous dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? C'est un acide. Et cet acide-là va pouvoir céder un proton, H+, et devenir l'ion hydrogénocarbonate. Et c'est cet ion H+, qui dans l'eau donne H3O+ en réalité, qui va provoquer l'acidification des océans. Ensuite, l'ion hydrogénocarbonate, lui aussi c'est un acide. Même si c'est une base conjuguée ici, il peut devenir acide. Donc il peut céder un proton. Quand il cède un proton, il va perdre un H et un plus. Donc il va donner CO3, 2-. Il y avait un seul moins. Et comme il perd un plus, ça devient 2-. Selon la demi-équation qui est ici, donc le couple acide-base, c'est HCO3-, CO3 2-. Donc vous l'aurez compris, si HCO3- se comporte ici comme une base et ici comme un acide, c'est que c'est une espèce amphotère. Je ne l'ai pas mis ici, j'ai dû le mettre ailleurs peut-être, mais bon, c'est une espèce amphotère. Ça, c'est ce que je vous ai dit justement tout à l'heure. Ça se dissout dans l'eau. Je vous laisse lire ça chez vous. Toujours pour je l'ai mis ici, voilà. Donc l'ion hydrogénocarbonate est une espèce amphotère et on le retrouve dans deux couples. Donc le couple, comme on a vu tout à l'heure, non, c'est bizarre. Là, on a fait l'inverse. Normalement, on devrait avoir ça à gauche et ça à droite. Donc l'acide, normalement, est à gauche et la base est à droite. Mais eux, ils ont fait l'inverse, peu importe. Donc le couple CO2H2O, donc l'acide carbonique HCO3-, ion hydrogénocarbonate, et l'autre couple c'est l'ion hydrogénocarbonate avec, comment ça s'appelle déjà? CO3-, peu importe, j'ai oublié.
l'ion carbonate, normalement. Donc vous avez deux couples de pKa différents, mais comme vous ne savez pas ce que c'est le pKa pour l'instant, peu importe. Ensuite, un autre exemple, les amines. Les amines primaires, c'est RNH2. Vous savez qu'il y a des amines primaires, secondaires, tertiaires. Normalement, vous avez vu ça, ou alors on le verra cette année, je ne me souviens plus, si vous l'avez vu l'année dernière, mais je pense que oui, en nomenclature. Donc les amines primaires, c'est quand il y a NH2. Donc c'est lié avec un carbone à côté. Amines secondaires et tertiaires, c'est quand il y a de moins en moins d'hydrogène ici, et qu'on a plutôt des carbones à la place. Un amine, c'est forcément quand il y a un azote. Donc les amines primaires se comportent comme des bases. Donc retenez, les amines sont des bases. Les acides carboxyliques sont des acides, les amines sont des bases. Elles sont capables de capter un proton, donc, grâce à l'atome d'azote. Pourquoi? Parce que l'atome d'azote, si vous vous souvenez bien de son schéma de Lewis, il a un doublet non liant. Donc comme il a un doublet non liant, il pourra partager ce doublet avec un proton H+, et former une liaison avec un H+, donc capter un H+. Donc en captant ce proton, l'amine primaire, qu'on appelle RNH2, se transforme en son acide conjugué qu'on appelle l'ion alkylammonium. L'ion alkylammonium. Pourquoi alkyle? Parce que c'est le groupement alkyle qui est là, le R, donc c'est le chaîne carboné. Et pourquoi ammonium? Parce que ça vient de l'amine. Et en général, il y a souvent ium quand c'est une charge positive, comme on verra pour l'oxonium. Donc, quelle est la demi-équation? RNH3+, qui donne RNH2 plus H+. C'est toujours la même chose, un acide qui donne la base conjuguée plus un H+. Donc le couple, vous l'avez écrit. Et vous avez plusieurs exemples d'amines ici. Comme vous savez que les amines sont des bases, donc vous voyez bien que les pKa sont au-dessus de 7. Ils sont compris entre 9 et 10 à peu près, même 9 et 11. Ensuite, vous vous souvenez pour l'oxydoréduction qu'on avait des couples oxydant-réducteurs, mais un couple oxydant-réducteur ne suffisait pas parce que le réducteur pouvait céder à un électron, mais on ne peut pas le céder dans le vide comme ça. Il faut le céder à quelqu'un, donc à un oxydant d'un autre couple. Donc là, c'est la même chose. L'acide va céder un proton H+, mais le H+, comme il ne peut pas se balader comme ça en solution, il faut forcément que ce H+, soit cédé à une base d'un autre couple. Donc il faut deux couples acide-base pour faire une réaction acide-base. C'est ce que je viens de dire. Donc deux couples pour une réaction acide-base. Le couple 1 qu'on va appeler AH-A-, le couple 2 que j'appelle BH-B-, A pour acide et B pour base, mais bon, peu importe en fait. Parce qu'ici, je vais faire réagir le AH avec le B-, l'acide avec la base. Donc les espèces en solution. Si on dit que je mets en solution dans un bécher AH et B-, et de l'eau bien sûr, qui est le solvant, ça veut dire que AH qui est un acide va céder son proton à B- qui est une base, qui va bien capter un proton. Donc ça tombe bien. Pour donner quoi? AH va se transformer en A-, sa base conjuguée, alors que B- va se transformer en son acide conjugué, BH, en captant un proton. Donc finalement, l'équation qui se produit dans le bécher va être AH plus B- qui donne A- plus BH. Donc vous avez une sorte de produit en croix ici, si vous voulez. Et ça marche toujours. Après, tout dépend dans quel sens. Si vous avez plutôt A- et BH en solution, la réaction qui va se produire, ça va être plutôt l'inverse. Pourquoi est-ce que ici j'ai mis une double flèche? On le verra la semaine prochaine. J'aurais peut-être dû mettre une simple flèche ici, mais bon. Une simple flèche, c'est pour réaction totale, alors qu'une double flèche, on le verra la semaine prochaine, c'est pour quand on a une réaction équilibrée. Et la plupart du temps, les acides et les bases, ce sont des réactions équilibrées. On verra ça la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Donc la première demi-équation, donc je vous ai déjà donné l'équation, mais on peut aussi partir des demi-équations. Mais contrairement au couple d'oxydoréduction, on est obligé de passer par les demi-équations. Dans les couples acide-base, on n'est pas obligé de passer par les demi-équations parce que
je vous ai dit directement quand on fait la sorte de produit en croix, là, le gamma, ça vous donne directement l'équation. Donc il n'y a pas besoin en réalité, mais je vous le mets quand même. Donc la première demi-équation, c'est AH qui donne A- plus H+. Deuxième demi-équation, c'est B- plus H+ qui donne BH. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tous les réactifs qui sont là. Donc ça, plus ça, qui donne ça, plus ça, plus ça. Et comme on a H+ des deux côtés de l'équation, donc H+ se simplifie et il n'entre pas dans l'équation bilan. Parce qu'il est à la fois consommé et produit. Donc comme il n'entre pas dans l'équation bilan, on ne le voit pas apparaître dans l'équation bilan, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Justement, une réaction acide-base, c'est un échange d'H+, même si on ne le voit pas apparaître dans l'équation bilan. Comme pour la réaction d'oxydoréduction, on ne voyait pas apparaître les électrons parce que en fait, le réducteur donnait autant d'électrons que l'oxydant en avait besoin, ou que le nombre d'oxydants en avait besoin. Donc on ne le voyait pas apparaître. Quelques exemples de réactions dans l'eau. Exemple, l'eau dans l'eau. On verra plusieurs couples dans l'eau. Là, on commence par l'eau dans l'eau. Donc si je mets de l'eau avec de l'eau, pas besoin en réalité, hein. Il y a une molécule d'eau qui réagit avec une molécule d'eau. Est-ce que ça va réagir? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a deux couples dans l'eau. Je vous avais dit que l'eau pouvait à la fois se comporter comme un acide et comme une base. Donc là, un acide et là, une base. Ça veut dire que si vous avez un verre d'eau, à l'intérieur, il y a plein de molécules d'eau. Deux molécules d'eau voisines peuvent l'une se comporter comme un acide et l'autre comme une base, donc avoir une réaction qui se produit. Donc, quelles sont les espèces chimiques présentes en solution? Que l'eau, si c'est de l'eau distillée, s'il n'y a pas de minéraux. Donc, on a l'eau de ce couple et l'eau de ce couple. Donc, qu'est-ce qui va se produire comme réaction? Comme tout à l'heure, le petit produit en croix là, donc H2O plus H2O, H2O, donc qui donne 2H2O, donne H3O plus HO-. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Et c'est une réaction à connaître par cœur, qui est assez facile, mais qui va nous permettre de voir pas mal de choses par la suite. Donc l'autoprotolyse de l'eau. Pourquoi ça s'appelle autoprotolyse de l'eau? Parce que l'eau n'a besoin que de l'eau pour faire cette réaction. Et protolyse, en général, protolyse c'est pour dire qu'une molécule se coupe en deux. Ici, il y en a une des deux qui se coupe et l'autre qui accepte l'autre partie, mais bon. Donc autoprotolyse de l'eau, retenez ça. On peut modéliser cette réaction par les deux demi-équations, comme tout à l'heure. Je vais aller vite maintenant pour les demi-équations. Première demi-équation, deuxième demi-équation, et ce qui n'apparaît plus dans l'équation bilan, c'est le H+. Donc c'est la même réaction. Maintenant, un acide carboxylique dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un acide carboxylique dont le couple est RCOOH, RCO-, donc acide carboxylique, ion carboxylate, qui va réagir avec de l'eau. Donc, quel est le couple qui va nous intéresser ici? C'est le couple dans lequel l'eau est une base, vu que RCOOH, c'est un acide. Donc, on va prendre H3O+, H2O. On ne va pas prendre H2O, HO-, parce que deux acides ne peuvent pas réagir entre eux. Il faut un acide et une base. Donc, quelles sont les espèces chimiques présentes en solution? On a ça et ça. Donc, ça va réagir selon le produit en croix là, que je vous ai montré. Donc, RCOH plus H2O qui donne RCO- plus H3O+. Et c'est pour ça que je vous disais qu'en solution, en réalité, en solution aqueuse, pardon, H2O, on n'a pas de H+ qui traînait en solution. Par contre, ce qui va apparaître, c'est H3O+, tout le temps, quand on est dans l'eau. Et c'est ce H3O+ là, qui s'appelle l'ion oxonium, qui va être l'indicateur du pH. Plus il y a de H3O+ en solution, plus le pH sera faible, et inversement. On le verra tout à l'heure. Donc, les deux demi-équations, je vous laisse les lire chez vous. C'est comme tout à l'heure, c'est juste les H+ qui n'apparaissent plus. Ensuite, l'acide carbonique dans l'eau. On l'a déjà vu tout à l'heure, l'acide carbonique, c'est CO2H2O ou H2CO3, si vous vous souvenez, avec l'eau. Donc, comme l'acide carbonique, c'est un acide, je vais prendre le couple de l'eau dans lequel
l'eau est une base, comme tout à l'heure. Et finalement, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'eau? CO2, CO2H2O, pardon. Donc ça, c'est l'acide carbonique. Et H2O, qui est le solvant, et qui est aussi un réactif dans ce cas-là. Et la réaction qui va se produire, c'est l'acide carbonique plus l'eau va donner HCO3- plus H3O+. Donc vous avez toujours l'acide plus l'eau qui donne la base conjuguée plus H3O+. Qu'est-ce qui apparaît en solution? Toujours l'ion oxonium. Donc plus il y en a, plus l'acide, plus la solution est acide. Ensuite, vous avez la même chose avec les demi-équations. Je passe assez rapidement. Je vous laisse juste lire. Et une amine dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer avec une amine dans l'eau? Cette fois-ci, l'amine, je vous avais dit que c'était une base et pas un acide. Donc le premier couple, ça va être RNH3 plus RNH2. C'est ça l'amine. Donc si j'ai ça qui est dans l'eau, vu que l'amine est une base, il faut que l'eau se comporte comme un acide cette fois-ci. Donc le deuxième couple, ça va être le couple H2O, HO-, et pas H3O plus H2O. Sinon, on aurait deux bases et ça ne marcherait pas. Donc, les espèces chimiques en se présentant en solution, c'est l'amine et l'eau. Et donc, quelle est la réaction qui va se produire? Là, je me suis trompé, il faudra que je change le sens de la flèche. Donc, c'est pas ça, c'est plutôt l'inverse. C'est RNH2 et H2O qui donne HO- plus RNH3+. Donc voilà, je me suis trompé, j'ai fait du copier-coller simplement. Donc il fallait que j'inverse le sens des flèches. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui apparaît? HO-. Vous vous souvenez, dans l'autoprotolyse de l'eau, il y avait H3O+, et HO- qui apparaissaient. Donc deux molécules d'eau formaient un H3O+, et un HO-. Et là, on voit justement que quand on met un acide dans l'eau, qu'est-ce qui va apparaître? H3O+, donc l'ion oxonium, donc ce qui fait que l'acidité de la solution va augmenter. Alors que quand on met une base dans l'eau, qu'est-ce qui apparaît? C'est HO-. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est la basicité de la solution qui va augmenter, ou l'acidité qui va diminuer, peu importe. Donc soit ce qui apparaît, c'est H3O+, dans le cadre d'un acide, soit ce qui apparaît, c'est HO- dans le cadre d'une base. Ça va toujours être la même chose quand on est dans l'eau. Et les deux demi-équations, vous les avez ici. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le pH, qui s'appelle potentiel hydrogène. Faites attention, le pH, c'est toujours un P minuscule et un H majuscule, et pas l'inverse. Et pas 2 majuscules ou pas 2 minuscules. Donc P minuscule, H majuscule. Pourquoi? Parce que P, c'est pour potentiel, c'est un mot, alors que hydrogène, le symbole de l'hydrogène, c'est H. Un grand H et pas un petit h. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que l'acidité d'une solution dépendait de sa concentration en ion oxonium, H3O+. Donc, on aura une formule mathématique qui va lier le pH et les ions oxonium. Donc, on a vu tout à l'heure justement que quand on mettait un acide dans l'eau, on formait sa base conjuguée plus H3O+. Donc, ça augmentait l'acidité de la solution. Et la relation que vous devez connaître par cœur, et qui est utilisée tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pH est égal à moins log de H3O+ sur C0. Ce C0 là, on le met, mais en réalité, il ne sert pas à grand chose, parce qu'il est égal à 1. C'est ce qu'on appelle la concentration standard, équivaut 1 mol par litre. Mais il faut le mettre quand même, parce que c'est ce qu'on vous demande d'apprendre. Vous verrez à l'université, ça sert à quoi? 1 mol par litre, attention, ce 1 là, quand vous faites le calcul du pH, comme vous avez un seul chiffre significatif, il y en a plein qui vont se tromper et me mettre qu'un chiffre significatif pour le pH. Sauf que ce 1 mol par litre, faites attention, c'est un 1 infiniment précis. Au lieu de mettre 1,000000 jusqu'à l'infini, on met 1. Mais c'est un 1 infiniment précis. Donc, c'est pas lui qui va vous donner, c'est pas lui qui va être le moins précis, donc c'est pas lui qui va vous donner le nombre de chiffres significatifs à mettre au pH. C'est plutôt la concentration en H3O+. Donc ne regardez que les chiffres significatifs de H3O+, pour donner le pH. Et on a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, plutôt il y a 2 semaines je pense, le premier cours de l'année, que le log, sa fonction inverse, entre guillemets, donc la bijection réciproque, c'était la puissance de 10.
Donc, si on veut passer de cette relation à H3O+, est égal, donc si on veut en gros isoler H3O+ dans cette relation-là, il faut annuler cette fonction logarithme. Donc, il faut mettre 10 puissance des deux côtés. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? J'aurais dû le mettre peut-être. Le moins, je le fais passer de l'autre côté, ce qui fait que j'ai log de tout ça égale à moins pH. Et ensuite, pour enlever log, je fais 10 puissance tout ça. Donc 10 puissance log de H3O+ sur C0 est égal à 10 puissance moins pH. Et comme 10 puissance log, ça s'annule, il ne reste plus que H3O+ sur C0 égale à 10 puissance moins pH. Et le C0, je le passe de l'autre côté et je trouve ça. Pour ne pas vous prendre la tête, je vous conseille d'apprendre les deux. Mais si vous arrivez à passer de l'une à l'autre facilement, c'est encore mieux. Donc, exemple, une solution dont la concentration en ion oxonium est égale à 10 puissance moins 5 mol par litre aura un pH de combien? Ici, j'ai 10 puissance moins 5, ici j'ai 1. Ça fait log de 10 puissance moins 5, moins log de 10 puissance moins 5. Le log de 10 puissance moins 5, ça fait moins 5. Et comme il y a un moins devant, moins et moins, ça fait plus, donc ça fait plus 5. Donc en gros, c'est assez simple. Si vous avez une concentration ici, avec juste une puissance, vous regardez juste la puissance, et l'opposé de la puissance, ce sera le pH. Donc une solution de 10 puissance moins 4 en ion oxonium, le pH ce sera 4. Par contre, là où ce sera un peu plus compliqué, c'est si vous avez quelque chose qui n'est pas pile poil une puissance. Si vous avez 2,3 fois 10 puissance moins 4 en pH, là il faudra vraiment faire le calcul à la calculatrice. Les fonctions logarithmes, je vous les rappelle justement puisqu'on utilise le logarithme. Bon, normalement, on l'a vu au début de l'année, donc j'espère que vous les connaissez bien. Ici, c'est pas ln qui va nous intéresser, c'est plus log. Bon, c'est à peu près pareil. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était que la fonction puissance de 10 et la fonction log étaient des bijections réciproques, donc étaient des fonctions inverses entre guillemets. Donc si je fais log de 10 puissance quelque chose, ça me donne ce quelque chose. C'est ce que j'ai utilisé juste à la diapo précédente. Ensuite, si on a de l'eau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on n'a que de l'eau, donc l'eau distillée, elles peuvent réagir entre elles. Donc, deux molécules d'eau vont réagir entre elles pour donner H3O+, et HO-. Ça veut dire qu'en réalité, de l'eau distillée, dans de l'eau distillée, il n'y a pas que des molécules de H2O. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément aussi des molécules, des ions oxonium et des ions hydroxyde, H3O+, et HO-. Parce que deux molécules d'eau vont forcément se rencontrer pour produire H3O+, et HO-. Donc quand on boit de l'eau minérale, il y a des minéraux et de l'eau et des H3O+, et des HO-. Quand on utilise de l'eau distillée, par exemple, en laboratoire, il n'y a pas que des molécules d'eau. Souvenez-vous bien de ça, il y a aussi du H3O+, et du HO-. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est pour ça que le pH de l'eau est égal à 7. Parce que comme on a dit que le pH c'était lié aux ions oxonium, s'il n'y avait pas d'ion oxonium, on n'aurait pas pu calculer un pH. Donc ici, si le pH est égal à 7 pour l'eau distillée, ça veut dire qu'on a une concentration en ion H3+, qui est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Et si on a une concentration en H3O+, qui est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre, comme deux molécules d'eau ont réagi pour donner une molécule de H3O+, et un ion plutôt H3O+, et un ion HO-, ça veut dire qu'on a autant d'ions H3O+, que d'ions HO-. Dans l'eau, je parle juste dans l'eau, quand il n'y a que de l'eau, quand on n'ajoute pas un acide ou une base. Quand on n'a que de l'eau, on a autant d'ions H3O+, que d'ions HO-. Ça veut dire qu'on aura aussi la concentration en ion HO- qui sera égale à 10 puissance moins 7. C'est la question que je vous pose ici. Mais je vous ai aussi donné la réponse. Donc ça veut dire que quand vous êtes à 7, pH 7, pile poil, vous avez les concentrations ici. Vous êtes pile poil ici, donc 10-7 pour H+, donc H3O+ en réalité, et 10 puissance moins 7 pour OH-. Donc attention, ça veut rien dire ça.
concentration H+, j'aurais peut-être dû changer. J'ai pris l'image d'internet, j'aurais peut-être dû changer. Concentration H+, ça veut rien dire parce que H+, tout seul dans l'eau, ça n'existe pas. H+ dans l'eau forme H3O+. Ensuite, l'analogie, je vais vous la dire rapidement. Donc, un acide, c'est comme un réducteur, entre guillemets. Donc, on peut comparer un acide et un réducteur parce que dans un cas, l'acide cède un ou plusieurs protons et dans l'autre cas, le réducteur cède un ou plusieurs électrons. Et pareil pour la base et l'oxydant. Cette fois-ci, ça capte. Qu'est-ce qui est échangé? C'est le proton dans les transformations acido-basiques, alors que pour l'oxydoréduction, c'est l'électron. Les couples, c'est acide, base conjuguée, alors que pour l'oxydoréduction, c'est oxydant réducteur. Donc on met toujours l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, alors que pour l'acide base, les transformations acido-basiques, c'est l'acide à gauche, la base à droite. La demi-équation. Donc l'acide donne la base conjuguée plus un H+, donc ça ressemble un petit peu à l'oxydant plus un ou plusieurs électrons qui donne le réducteur. Remarque des deux côtés, le proton ne circule pas librement dans une solution aqueuse, et pareil pour l'électron. Ce qui fait que on ne peut pas, un acide ne peut pas se délester d'un proton H+ comme ça dans l'eau. Il a besoin d'avoir un partenaire à qui donner ce H+. Pareil pour le réducteur. Il ne peut pas laisser son électron qu'il n'a plus besoin. Il doit attendre d'avoir un oxydant qui a besoin d'un électron pour lui donner. Donc c'est vraiment un parallèle important, intéressant à faire ici. Dernière chose qu'on va voir, c'est le taux d'avancement d'une réaction, même si ça n'a pas grand-chose à voir. Normalement, on devait le voir pour le chapitre prochain. On va le voir quand même parce qu'il y a certains exercices qu'on fera cette semaine qui vous demandera de connaître le taux d'avancement. Qu'est-ce que le taux d'avancement final d'une réaction? C'est l'avancement final divisé par l'avancement maximal. Le problème, c'est que vous n'avez pas vu encore ce qu'est une réaction équilibrée. Mais bon, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, l'avancement final, c'est l'avancement qui est déterminé lorsque la réaction est terminée. Quand est-ce qu'elle est terminée? Pour l'instant, vous avez toujours appris une chose, c'est quand il y a au moins un des réactifs qui est consommé entièrement. Mais ce n'est pas forcément le cas. En réalité, on peut avoir des réactions qui sont équilibrées. Ça veut dire il ne faut pas forcément qu'un des deux réactifs soit terminé, soit consommé entièrement pour que la réaction se termine. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Parce que la réaction se passe dans un sens, majoritairement, et quand on arrive à une certaine proportion de réactifs et de produits, elle se passe aussi dans l'autre sens, mais elle se passe aussi dans l'autre sens tout le temps en réalité. Mais au bout d'un moment, dans les deux sens, il y a un équilibre qui se produit. Ça veut dire que les produits vont redonner des réactifs. Donc il y aura toujours un peu de réactifs, forcément. Et ça dépend en fait, la proportion des deux dépend de la réaction considérée. Donc, dans le cadre des réactions équilibrées, on n'arrive jamais à Xmax. Donc Xmax, c'est la théorie. C'est si un des deux réactifs était le réactif limitant, et dans ce cas-là, on aurait le Xmax. Et ça, on le fait à partir du tableau d'avancement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si le taux d'avancement final est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que XF égale à 0. Si XF égale à 0, ça veut dire que ça n'avance pas. C'est l'avancement final. Ça veut dire que ça n'a pas avancé du tout dans toute la réaction. Si ça n'avance pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation. Maintenant, si le taux d'avancement final est égal à 1, ça veut dire que ça est égal à 1. Qu'est-ce qui est égal à 1 dans une fraction? C'est quand le numérateur est égal au dénominateur. Donc 4 sur 4, ça fait 1, 5 sur 5, ça fait 1, 20 sur 20, ça fait 1, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que XF soit égal à Xmax. Donc si l'avancement final, c'est l'avancement maximal, ça veut dire qu'on est allé jusqu'au maximum de la réaction. Ça veut dire que la réaction est totale. Ça veut dire qu'il y a au moins un des réactifs, le réactif limitant, qui a été consommé entièrement. Par contre, si le taux d'avancement final est compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'il y a transformation, mais qu'elle n'est pas totale. Donc ça veut dire qu'elle est limitée ou équilibrée. Elle est non totale.
Et ça, je vous donne un exemple ici. Par exemple, l'acide éthanoïque dans l'eau, son taux d'avancement final, il est égal à XF. Et XF, on le trouve ici. Là, si vous voyez, là c'est 0, là c'est X, là c'est XF. Et on a calculé, on a mesuré que XF était égal à 4,0 fois 10 puissance moins 5. Et Xmax, c'est quoi? C'est si jamais lui, vu que l'eau est forcément en excès, c'est le solvant, donc ça veut dire que lui, ce serait le réactif limitant, si la réaction était totale. Donc le Xmax, j'aurais dû faire peut-être ouais, j'aurais dû faire une autre case avec maximal. Donc l'état du système final et maximal. Donc si on avait fait une autre ligne avec Xmax, donc on aurait 0,010 moins Xmax égale à 0. Et dans ce cas-là, Xmax serait égal à 0,010. Donc le taux d'avancement final, c'est 4 fois 10 moins 5 sur 0,010. Et donc c'est égal à 4,0 fois 10 puissance moins 3, ou si on veut le mettre en pourcentage, on multiplie par 100, et on trouve 0,40%. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Que la transformation est soit il n'y a pas de transformation si c'est égal à 0, ce n'est pas le cas ici, soit elle est totale si c'est égal à 1, ce n'est pas le cas ici, soit elle est non totale, donc équilibrée ou limitée, si c'est compris entre 0 et 1, ou entre 0 et 100%. C'est le cas ici. On peut même ajouter que c'est une réaction qui est très limitée, parce que on est seulement à 0,40%, on n'est pas à 60%, on n'est pas à 80%. Donc ici, c'est une réaction qui est très limitée. Après, les chiffres, c'est moi qui les ai inventés, hein, c'est juste pour donner un exemple. C'est pas forcément le cas de l'acide éthanoïque. Donc voilà ce que vous avez à retenir pour ce cours-là. Et voilà quelques idées de questions, entre guillemets, ou plutôt de thèmes que vous pouvez aborder pour le grand oral. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à poser des questions en cours. Écrivez les questions que vous posez avant de venir au cours. Et n'oubliez pas surtout, faites le QCM, ça permettra de savoir où est-ce que j'ai été un peu moins précis, un peu moins clair parfois. Voilà, à bientôt, à demain normalement. Au revoir tout le monde.